Eh bien, écoutez, merci à vous tous d'être venus au tribunal ce soir, au tribunal judiciaire de Lille. C'est un très grand plaisir de vous y accueillir. Je suis donc le président du tribunal de Lille et aussi le président du CDAD, c'est-à-dire le Conseil départemental de l'accès au droit, dont la vocation est de faire connaître le droit, le fonctionnement de la justice, les droits aussi. Et donc, dans le cadre de cette nuit du droit, puisque vous savez que nous célébrons chaque 4 octobre désormais, sauf quand il y a des problèmes comme l'an dernier de crise sanitaire, on fête donc et on célèbre l'anniversaire de la Constitution du 4 octobre 1958. Et donc il nous est apparu utile, lors de cette nuit du droit 2021, de présenter tous ceux qui concourent au bon fonctionnement de la justice. Voilà, donc je vais vous remercier à tous d'être venus, et puis je veux remercier tout particulièrement ceux qui ont concouru au film et ceux qui sont ce soir ici. Monsieur le bâtonnier Donte, qui représente Madame le bâtonnier, Maître Marie-Christine Dutat, Monsieur le bâtonnier Donte, donc, pour le barreau de Lille, qui est un barreau très important, 1400 avocats, hein, Monsieur le bâtonnier, Monsieur le président des huissiers, Maître Laurent Dequerle, on dit commissaire de justice maintenant, je crois, hein, c'est ça ? Bientôt. Monsieur Decarne, qui est président des conciliateurs, Maître Beauchin de moi, qui est notaire, qui a très gentiment accepté d'intervenir pour expliquer en quelques minutes ce qu'est la profession de notaire. J'avoue que l'exercice était très difficile et chacun des intervenants s'est plié à cet exercice puisqu'il fallait en 5 minutes dire l'essentiel. Alors, ce n'est pas très facile d'expliquer sa profession en quelques minutes. Également des collègues que je tiens à saluer, des directeurs de greffe, des greffiers et greffières, des adjoints administratifs que je tiens également à saluer, tous pour leur participation à ce film. Et plus particulièrement, je tiens à rendre hommage au travail de Madame Flasinski, qui est secrétaire générale du CDAD, voilà, qui est ici, à côté de Monsieur le bâtonnier, à son adjointe, Adeline Cohen. Je tiens à remercier Christophe Dremeau, directeur de service de greffe, et tous les greffiers et fonctionnaires qui étaient tout à l'heure présents et directeurs pour vous accueillir, pour faire en sorte que ça se passe au mieux et qui ont permis, ça n'aurait pas été possible s'ils ne m'avaient pas aidé en cela, de concevoir cette soirée. Voilà, alors on va commencer ce que je vous propose par la projection du film, il fait à peu près 1 heure, et ensuite, bien sûr, n'hésitez pas à prendre la parole, c'est avant tout un échange très libre. Poser des questions, voilà, commenter éventuellement le film, voir ce qui vous a plu, ce qui vous a peut-être moins plu, ce qui vous a surpris, enfin faites une part de vos impressions et puis on pourra aborder les sujets que vous souhaitez sur la justice, les différents métiers de la justice. Ça peut intéresser notamment les étudiants que j'ai vus tout à l'heure, qui sont en master, voilà, je crois que les étudiantes sont au premier rang, et donc c'est avant tout un aspect de connaissance que nous cherchons au travers de ce film, et de susciter aussi les questions, les débats, voire même les critiques sur la justice. Voilà, et bien on va commencer par le film. Nous avons été invités par le président du Conseil constitutionnel à renouveler la nuit du droit. La dernière
avait été consacré aux erreurs judiciaires et à la présentation par des lycéens de l'affaire du Chevalier de la Barre, également pour montrer les atteintes qui étaient portées un peu partout dans le monde à certaines libertés fondamentales. Nous avons souhaité, dans le cadre de la nouvelle Nuit du droit, présenter un film qui puisse permettre à chacun, même ceux qui n'ont que des connaissances approximatives de la justice, de situer très exactement ce que font les hommes et les femmes qui interviennent dans ce domaine. Ils sont très nombreux, ils ont des professions très différentes, ils sont parfois même bénévoles, et chacun d'eux contribue au bon fonctionnement de la justice dans notre pays. Mais il est très difficile pour le public parfois de faire la différence entre tous ces acteurs. Et j'ai donc souhaité, en tant que président du Conseil départemental de l'accès au droit du Nord, dont la fonction est de faire connaître le droit et de faire connaître les droits pour que nos concitoyens soient à même de les exercer, que chacun d'eux puisse, au travers de ce film, avoir une idée assez précise, en quelques minutes, du rôle de chacun et de la différence avec le rôle des autres, pour éviter ces confusions. Alors, le président du tribunal et le procureur de la République dirigent la juridiction. Les tribunaux judiciaires, comme d'ailleurs les cours d'appel, reposent sur ce qu'on appelle un pouvoir diarchique, c'est-à-dire un commandement à deux têtes étymologiquement. Donc le président et le procureur dans les tribunaux judiciaires doivent s'accorder et définir ensemble les règles d'administration, d'organisation de la juridiction. Ils sont assistés pour cela d'un directeur de greffe et ils représentent la justice auprès des autorités extérieures, auprès de la société civile, en étant eux-mêmes sous le contrôle pour le président du premier président de la Cour d'appel et pour le procureur de la République du procureur général près la Cour d'appel. Je travaille avec l'ensemble des acteurs, donc il est bien certain que je ne vais pas voir tous les acteurs, ça ne serait pas possible et ça serait d'ailleurs sans intérêt parce que je m'occupe des questions qui peuvent à un moment donné poser difficulté dans l'établissement et pour la résolution desquelles je suis en mesure d'être utile et d'apporter des solutions concrètes. Donc ce qui m'intéresse, c'est d'abord ce travail de proximité avec l'ensemble des acteurs judiciaires, mais également à travers ces échanges la possibilité d'améliorer les choses. Je ne dirais pas de trouver toujours des signes d'évolution qui répondent aux attentes légitimes de nos concitoyens, mais de tendre à trouver des solutions qui permettent, par exemple, à la justice d'améliorer ses délais de traitement tout en préservant la qualité des décisions. Et c'est donc d'espérer, au regard d'une action concrète, pouvoir rapprocher la justice des aspirations légitimes des concitoyens. Et c'est aussi la volonté de participer à des expériences nouvelles, car contrairement à ce que l'on s'imagine parfois de l'extérieur, la justice est en perpétuelle mutation, notamment mutation technologique, mais pas seulement. Et donc, la justice évolue, se modernise, change ses méthodes de travail, et tout ceci doit être fait toujours dans le respect de ceux qui travaillent, pour assurer à ceux-ci les meilleures conditions matérielles possibles pour qu'ils puissent exercer au mieux leur mission. Le procureur de la République, il est gardien des libertés, il contrôle les lieux de privation de liberté, il est présent partout. C'est un acteur stratégique et constant dans le procès pénal au sens large depuis
la commission d'une infraction, la recherche de ses auteurs, et même bien en amont, la prévention de la délinquance, jusqu'à l'exécution de la peine. Il est présent dans les établissements pénitentiaires. Il a de multiples fonctions. On connaît principalement ses fonctions sur le volet pénal, puisqu'effectivement, il recherche les auteurs d'infractions, il dirige l'action des agents de police judiciaire et des officiers de police judiciaire, donc il fait procéder aux investigations nécessaires à la caractérisation d'une infraction, à la recherche des auteurs d'infraction. Il est présent aux côtés du juge de l'application des peines pour décider d'une mesure de permission de sortir, pour décider de l'exécution de la peine et jusqu'à la fin de l'exécution de la peine. Donc il prend des réquisitions. Il est un acteur de terrain, il est un investigateur impartial, et il a une vue panoramique sur la société. Il n'est pas dans sa tour d'ivoire, il est très présent, il a une fonction humaine, il est dans la société civile, il est dans l'humain, dans la matière humaine. Et en même temps, eh bien, il doit faire aussi des diagnostics, participer à ces politiques publiques, prendre des décisions et avoir un rôle stratégique. La justice, ce n'est pas une vieille machine, c'est une machine moderne, avec un traitement en temps réel des faits qui se commettent sur un ressort. Et ce traitement en temps réel suppose des magistrats qui sont présents, à l'écoute, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, de nuit, de jour, qui répondent au téléphone, aux enquêteurs, aux médecins, aux élus, pour pouvoir justement être très présent dans les procédures et construire les procédures. Ça, c'est le volet pénal. Le juge d'instruction intervient dans les affaires les plus graves et c'est lui qui dirige l'enquête pénale, donc avant que le dossier puisse être jugé, des affaires les plus graves et ou les plus compliquées. Donc on a 3 types d'infractions en droit français. Quand on fait quelque chose qui est puni d'emprisonnement, il y a différents degrés de gravité. Donc on a le délit, par exemple le vol, l'usage de stupéfiants, les violences. Et puis on a les infractions les plus graves qui sont les crimes. On a les viols, les meurtres, les actes de torture et de barbarie, les vols à main armée, voilà. Normalement, le juge d'instruction, il mène obligatoirement l'enquête pour les crimes. Et l'enquête s'appelle alors une instruction judiciaire, puisqu'un juge d'instruction est nommé pour la diriger. Et il intervient aussi dans toutes les enquêtes complexes, c'est-à-dire en général quand il y a beaucoup de personnes qui sont suspectées d'avoir commis les faits, par exemple beaucoup de trafiquants de stupéfiants, beaucoup de braqueurs, beaucoup de receleurs, et ou quand il y a beaucoup de victimes. Donc par exemple, typiquement, un agresseur sexuel en série, des escrocs en série. Voilà, il peut intervenir aussi par exemple quand le dossier est assez sensible à un retentissement médiatique ou alors quand le dossier nécessite de la coopération internationale, donc de faire des enquêtes au niveau de l'étranger, par exemple la Belgique, les Pays-Bas ou d'autres pays. Quand on interroge, il y a quelqu'un qui prend en note tout ce qui se dit sur le procès-verbal et c'est le greffier. Donc le greffier d'instruction, il est essentiel pour le juge d'instruction et c'est lui qui met en forme tous les dossiers, qui envoie des expertises quand on les ordonne, etc. Donc c'est le deuxième partenaire, évidemment, c'est le greffier. Troisième partenaire, ce sont les experts judiciaires. Donc par exemple, quelqu'un qui a des troubles psychiatriques, on va demander à ce qu'il soit vu par un expert psychiatre. Donc on fait une ordonnance de commission d'experts, c'est-à-dire qu'on demande sur ordonnance, c'est un acte écrit, à un expert de regarder si cette personne a des troubles mentaux, si elle était responsable de ces actes au moment de l'infraction. On peut faire énormément d'expertise. Par ailleurs, on rencontre aussi les justiciables, donc les mis en examen, les parties civiles, les témoins et leurs avocats évidemment. L'instruction, ça a une particularité, c'est que c'est la seule enquête qui est contradictoire, c'est-à-dire où les gens, les parties au dossier, peuvent demander au juge d'instruction que je suis de faire des actes d'enquête. Donc ils peuvent leur dire, moi j'aimerais que j'ai un témoin, j'ai le nom d'un témoin à vous fournir, j'aimerais bien que vous le fassiez entendre par vos enquêteurs sur commission rogatoire. Moi évidemment je peux refuser, parce qu'il y a parfois des demandes qui sont faites exprès pour perdre du temps, ou pour alourdir la procédure, voilà. Mais c'est vraiment la seule enquête qui est contradictoire. Et à partir du moment où les gens
deviennent des parties au dossier, donc deviennent partie civile ou deviennent mis en examen, ils ont accès au dossier. Ils peuvent demander une copie. Donc ils savent ce qu'il y a dedans exactement. Sur la globalité de la chaîne pénale, on va dire, les juges d'instruction ne gèrent les enquêtes que de 5% des dossiers au niveau national. Donc on n'est que sur 5% des enquêtes. Mais ces 5% d'enquêtes, on n'est que 500 juges d'instruction à peu près en France, ces 5% d'enquêtes, elles représentent 30% des détenus. Et moi, j'en ai pas encore parlé, mais je suis à la GIRS, c'est-à-dire qu'il n'y a que 8 GIRS en France. Ça regroupe les juges d'instruction qui sont chargés de mener l'enquête pour les dossiers les plus complexes, encore les plus complexes, de grande criminalité organisée ou de grande criminalité financière. Donc, moi, je suis spécialisée dans la criminalité financière, donc tout ce qui est lutte contre la corruption, lutte contre les très très gros escrocs, contre les très grosses fraudes aux fonds publics. Donc, on a de très gros dossiers aussi de fraude au crédit immobilier, de fraude, enfin des gens par exemple qui montent des sociétés qui sont dédiées à faire de la fraude à la CPAM, à Pôle emploi, à l'URSSAF. Donc, c'est des millions et des millions d'euros chaque mois qui s'évaporent. Alors je préside une chambre correctionnelle, c'est-à-dire que je juge les auteurs de délits, les personnes passibles d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 10 ans. La 7e chambre que je préside est spécialisée dans les abus de confiance, dans les escroqueries. Mais je préside également le tribunal des affaires pénales militaires et je juge également, avec l'ensemble de mes collègues, toutes les infractions de droit commun, toutes les infractions à la législation sur les stupéfiants, les violences conjugales, les vols aggravés et toutes sortes d'autres infractions au code pénal. En tant que président du tribunal correctionnel, un des maillons de la chaîne pénale, et le travail effectué par le tribunal correctionnel intervient immédiatement après celui effectué par le procureur de la République et le juge d'instruction. On juge à la fois des dossiers qui ont été poursuivis par le parquet, par le procureur de la République, ou qui sont renvoyés devant le tribunal correctionnel par le juge d'instruction. On peut donc être amené à discuter de certains dossiers avec le procureur de la République, voire avec le juge d'instruction, effectivement. De même que nous collaborons, nous travaillons avec les avocats, qui sont des acteurs à part entière de la procédure pénale, qui viennent discuter avec nous à l'avance de certains dossiers, envisager des difficultés, demander éventuellement des renvois. Donc ce sont tous les intervenants avec lesquels nous travaillons, avec lesquels je travaille au quotidien. Avec un rôle important à l'audience c'est un peu un rôle de chef d'orchestre. On donne la parole aux gens, on s'assure que les gens puissent s'exprimer, puissent parler. L'audience correctionnelle, c'est le lieu de la parole. Chacun s'exprime à tour de rôle. C'est d'ailleurs parfois un peu déconcertant pour les prévenus qui n'ont pas forcément l'habitude d'avoir à entendre les choses avant de pouvoir eux-mêmes parler. Mais on fait respecter justement cet ordre de parole, cette manière de parler. Chacun peut s'exprimer dans le respect de l'autre pour que, au final, on puisse rendre la meilleure décision possible. La mission du juge d'application des peines, c'est d'abord d'éviter la récidive et de favoriser la réinsertion des condamnés. On travaille à la fois en milieu carcéral, en milieu fermé, et puis aussi en milieu ouvert. Dans le cadre carcéral, on est amené à surveiller l'exécution des peines en octroyant des remises de peines supplémentaires, des permissions de sortie, en surveillant le bon fonctionnement d'un établissement pénitentiaire, en s'y rendant régulièrement, et puis aussi en donnant aux personnes d'éventuels aménagements de peine lorsqu'ils en font la demande, ce qui arrive évidemment régulièrement. Au contraire, en milieu ouvert, nous allons suivre des personnes qui sont condamnées à une peine d'emprisonnement, mais avec un sursis probatoire ou un suivi socio-judiciaire, par exemple, ou un travail d'intérêt général. Dans ce cadre, on va être amené à rencontrer les personnes condamnées, à leur notifier leurs obligations, à leur rappeler quelles sont les conséquences d'un manquement à ces obligations et éventuellement à les sanctionner si ces obligations ne sont pas respectées. Et la sanction, ça peut être évidemment une peine d'emprisonnement. Je crois qu'il faut rappeler d'abord les principes dans lesquels on intervient, qui est, donc, comme je l'indiquais, de prévenir la récidive en favorisant l'insertion ou la réinsertion des personnes, en prenant en considération l'évolution de leur personnalité, l'évolution de leur situation personnelle, sociale, professionnelle, familiale. Au quotidien, je travaille évidemment avec le procureur de la République et son équipe. En ce qui nous concerne, c'est le service de l'exécution des peines. Et puis, l'autre partenaire indispensable, c'est le service de probation
et d'insertion, qui est constitué de fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, donc qui dépendent aussi du ministère de la Justice, et qui sont en charge de la vérification et du contrôle, on va dire, quotidien des personnes condamnées, qu'elles soient en milieu carcéral ou à l'extérieur. Ce sont eux nos interlocuteurs premiers qui vont procéder à des rapports et nous expliquer la façon dont se passe la peine d'emprisonnement ou bien le suivi en milieu ouvert. Je n'oublie pas évidemment les avocats qui interviennent beaucoup et particulièrement en milieu carcéral pour soutenir leurs clients dans leur demande d'aménagement de peine, puisque le juge d'application des peines intervient comme dans tout cadre juridictionnel, dans le respect du principe contradictoire, avec une possibilité de recours, d'appel évidemment de la personne contre nos décisions. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est l'analyse un petit peu des personnalités et des parcours que nous faisons grâce aux expertises psychologiques ou psychiatriques dont on dispose, des rapports du service de probation, des entretiens qu'on a avec le condamné. Ça, c'est absolument passionnant. Ça nous permet, nous, de faire émerger des facteurs de risque de récidive, mais aussi des facteurs de prévention sur lesquels on va pouvoir s'appuyer un petit peu pour accompagner la personne dans son évolution. Alors, le métier du juge aux affaires familiales, d'abord c'est un magistrat du siège, donc c'est-à-dire qu'il rend des décisions de justice, donc jugement, ordonnance par exemple, et plus particulièrement en matière de divorce, de séparation de corps, de rupture de concubinage ou de pax et leurs conséquences, mais aussi il intervient aussi dans d'autres domaines du droit de la famille et du droit des personnes. Les cas sont assez récurrents en matière de droit de la famille. Hein. Ça porte essentiellement quand même sur la séparation, donc divorce, concubinage ou pax. Donc les grands domaines, ça va être la fixation de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, les droits de visite, les obligations alimentaires, les prestations compensatoires en matière de divorce, mais aussi tout ce qui est liquidation, partage. Dès lors qu'il y a une rupture au niveau du patrimoine, il faut statuer, qu'on soit marié ou pas marié. Il y a éventuellement un patrimoine à partager, à liquider. On peut intervenir également pour certaines demandes de changement de prénom, mais aussi en matière de tutelle des mineurs. Donc là, c'est un tout autre domaine pour les enfants qui ont perdu leurs parents ou qui n'ont qu'un parent qui a l'autorité parentale et pour lesquels les décisions doivent être prises également. Donc le juge aux affaires familiales, c'est vrai que c'est un artisan de la paix des familles, donc on a une certaine satisfaction à apporter des solutions, à régler des litiges pour aider les gens dans leur vie quotidienne familiale vis-à-vis des enfants. Et parfois les gens sortent de l'audience plutôt satisfaits si on a réussi à dialoguer avec eux, à obtenir une décision qui déjà sort à l'issue de l'audience et ils sortent de là avec peut-être la satisfaction d'avoir été entendus et d'obtenir un accord finalement entre eux. Ça, on est très content quand on y arrive. Ce n'est pas la majorité des cas, bien sûr. Le juge aux affaires familiales est aussi compétent en matière de violence conjugale, donc uniquement sur le volet civil. Hein, il ne va pas prononcer des condamnations d'un mari violent, par exemple, mais il prend des mesures de protection. Il intervient pour protéger le conjoint, le partenaire de Pax, par exemple, qui serait victime de violence au travers de mesures civiles, comme par exemple une mesure d'éloignement ou la pose d'un bracelet anti-rapprochement. Le principe essentiel qui guide l'intervention du juge aux affaires familiales, c'est l'intérêt de l'enfant. Donc l'enfant va être entendu dès lors qu'il dispose du discernement nécessaire, mais il va être entendu dans les procédures qui le concernent, et donc en particulier la fixation de sa résidence chez l'un ou l'autre des parents, et aussi l'organisation des droits de visite de l'autre parent qui n'a pas la résidence. Bien sûr, le juge est libre de sa décision, mais il prend l'avis de l'enfant. C'est une chose importante dans son intervention. Donc le juge aux affaires familiales dispose de compétences propres en matière civile qu'il ne faut pas confondre avec celles du juge des enfants, qui lui intervient lorsqu'un enfant est en situation de danger. Alors le juge aux affaires familiales peut aussi rencontrer un enfant qu'il estime en situation de danger à l'occasion par exemple du divorce de ses parents. Dans ce cas-là, il faut qu'il vérifie si une mesure d'assistance éducative n'a pas été prise par le juge des enfants. Si aucune mesure n'a été prise et qu'il estime qu'un enfant est en situation de danger potentiel, il en informe le procureur de la République qui, lui, va estimer si la saisine du juge des enfants est nécessaire. Voilà, donc chacun a une compétence distincte et le juge aux affaires familiales va s'incliner en quelque sorte par rapport à ses décisions de droit de visite
si le juge des enfants lui-même prévoit les devoirs de visite en cas de danger sur un enfant. Voilà, donc deux compétences différentes. Alors le juge des contentieux de la protection, c'est le juge de la protection, c'est le juge de la vulnérabilité et de la grande difficulté économique. Il y a, je pense, deux grandes fonctions, on peut le séparer en deux fonctions. D'un côté, il y a un juge qui préside des audiences et qui rend des jugements et qui s'occupe de matières très spécifiques qui sont le crédit à la consommation, les loyers impayés, il prononce les expulsions et puis le surendettement. On voit que ces trois matières sont extrêmement liées en matière de grandes difficultés économiques, parfois de vulnérabilité. Et à côté de ce métier-là, il y a un autre métier que j'exerce principalement, qui est le juge des tutelles à la protection des majeurs, et qui est là, effectivement, le juge de la vulnérabilité. La vulnérabilité chez les personnes qui sont majeures, puisqu'évidemment, notre public va de 18 ans à, pas 97 ans, mais dans mon cabinet, 107 ans actuellement. Le juge des tutelles intervient quand une personne présente une altération de ses facultés de santé qui l'empêche de gérer par elle-même, de pouvoir seule à ses intérêts. Le juge des tutelles intervient avec un public qui vient de 4 horizons principaux. Tout d'abord, les personnes handicapées, déficientes de naissance qui arrivent à l'âge adulte. Ensuite, à l'autre moment de la vie, les personnes âgées qui ont été en pleine capacité, qui entrent dans les dégénérescences liées à l'âge. On a également le public psychotique, dont les maladies les mettent en très grande difficulté pour gérer par eux-mêmes leurs affaires, leur vie. Et puis les accidents de la vie, les AVC, les accidents de la route, les tentatives de suicide, et puis les chemins de vie chaotiques, le grand alcoolisme qui a duré longtemps et qui finit par générer des troubles neurologiques qui rejoignent finalement les autres difficultés. Il y a 2 grands types de mesures qui sont prononcées par le juge des tutelles. Tout d'abord, et ça date du 1er janvier 2016, les habilitations familiales. Donc là, on est dans les mesures qui sont destinées aux familles, qui interviennent auprès de leurs proches, et pour lesquelles il n'y aura aucun contrôle de la justice. Et à côté de ça, nous avons les mesures de protection judiciaire. Là, les termes sont plus classiques, à l'oreille, ce sont les tutelles, les curatelles. Donc tutelle, on va décider de nommer un tuteur qui va représenter la personne, donc décider à sa place parce qu'on considère, au vu des éléments médicaux et de la situation, que la personne ne peut pas participer aux décisions qui la concernent. Le tuteur signera à sa place. Et à l'inverse, en deçà, lorsqu'il est décidé d'une curatelle, la personne va être assistée, donc va être aidée à la prise de décision et les décisions seront prises ensemble, la personne protégée et son curateur. Et matériellement, il y aura donc 2 signatures pour les décisions relatives au curateur. Mais au-delà de toutes ces questions juridiques complexes, le cœur de métier, je dirais, du juge des tutelles, c'est vraiment la protection de la personne. C'est extrêmement complexe parce que la protection de la personne est très peu définie par la loi. Concrètement, on va voir dans ces sujets-là le lieu de vie, où est-ce que la personne habite, ses relations avec ses proches, avec des tiers, qui elle voit, des questions de santé également, des questions d'activité. Ce sont des sujets qui sont incontournables et qui touchent au plus cœur de la protection des personnes vulnérables. Alors, donc, je suis vice-président, donc je suis magistrat, je rends des décisions, je m'occupe de certains dossiers, donc ça m'occupe 80% de mon temps. Alors le pôle social, c'est une création récente, puisque ça a été créé le 1er janvier 2019. Il est issu de la fusion des anciennes juridictions qui étaient le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l'incapacité et la commission départementale d'aide sociale. Donc ces 3 entités ont fusionné dans ce qui est devenu le pôle social de certains tribunaux judiciaires. La compétence de ce pôle social, donc, en fait, s'occupe des contentieux, tous les types de contentieux qui peuvent naître entre les administrés et tous les organismes de sécurité sociale, c'est-à-dire toutes les caisses primaires d'assurance maladie, les caisses retraite, tous les organismes de recouvrement, l'URSSAF, tous les litiges nés entre la sécurité sociale, globalement parlant, et les personnes qui en bénéficient. Donc c'est un contentieux qui est extrêmement varié, très diversifié,
Ça va de la contestation du refus de prise en charge d'un transport en ambulance à des dossiers de tarification des professionnels de santé ou de tarification à l'acte des hôpitaux. Ça va aussi du dossier de redressement URSSAF sur de très grosses sociétés à du contentieux beaucoup plus courant sur la contestation du non-versement des allocations familiales, la non-prise en charge d'un arrêt maternité, la non-prise en charge d'un arrêt maladie. Il y a aussi tout un pan du contentieux qui est relatif à la prise en charge du handicap et de la détresse sociale de certains de nos concitoyens. Et donc là, c'est encore des décisions qui sont d'une importance assez capitale pour ces personnes-là. Pour un magistrat du siège au pôle social, la journée, c'est surtout devant son ordinateur, avec ses petits dossiers roses et ces petits livres-là, faire des recherches, écrire des pages et des pages de jugement. On ne reçoit pas de gens dans notre cabinet. Nous, tout se passe en audience. Et puis pour 20% du reste du temps, je m'occupe de l'animation et de l'organisation du service du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, soit un service qui représente normalement 5 magistrats, 2 magistrats honoraires et 14 fonctionnaires de greffe. Moi, ce qui m'intéresse dans ce métier, et en particulier dans cette fonction, c'est d'être au service de mes concitoyens et des justiciables, de démêler ce qui constitue pour eux un problème, une difficulté, de leur permettre de repartir sur d'autres bases. Et avec, au pôle social, je trouve que la dimension intérêt général est très importante, puisque c'est de l'argent public, c'est des questions de société, c'est des organismes qui fonctionnent pour le bien commun. Voilà. Et tout cet aspect intérêt général, intérêt public, au service de cet intérêt général, m'intéresse beaucoup dans ces fonctions-là. C'est un contentieux qui est très intéressant par le fait qu'il est à la fois très humain, parce qu'il répond à des questions humainement très importantes. Est-ce que je vais pouvoir avoir cette allocation pour l'éducation de mon enfant handicapé? Est-ce que je vais pouvoir bénéficier d'une personne pour l'accompagner à l'école? Est-ce que je vais pouvoir voir mes frais médicaux pris en charge? Voilà, c'est très humain. En même temps, c'est un droit qui est très technique et donc qui nécessite une certaine expertise juridique. Et donc c'est intéressant sur les deux plans. Alors la première fonction, c'est avocat au barreau de Lille. Donc moi j'exerce dans un contentieux, je suis spécialiste en droit immobilier avec une qualification spécifique de droit de la construction et j'ai également une partie de mon contentieux qui est de droit public, ce qui fait que j'interviens tant devant les juridictions civiles que devant les juridictions administratives. Donc ça effectivement c'est une partie assistance, une partie plus contentieux d'ailleurs et conseil. Donc ça c'est ma réelle fonction, la fonction d'avocate, et j'ai une autre fonction pour laquelle j'ai été élue et j'ai pris mes fonctions en janvier de cette année, c'est la fonction de bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Lille, ce qui fait que je représente en tout cas tous les avocats au barreau de Lille. Alors être bâtonnier, c'est veiller au bon fonctionnement de la profession d'avocat. Cela consiste justement à éviter tous les incidents, à régler les problématiques, à régler les différends qu'il peut exister entre les avocats eux-mêmes, entre parfois les avocats et la juridiction. Donc on a tout un pan qui est consacré à la déontologie et au disciplinaire. La déontologie, c'est veiller donc au respect des règles, au respect du secret professionnel, au respect justement donc de la déontologie des relations avocat-client, veiller au respect des conventions d'honoraires pour que le justiciable soit réellement bien défendu par des avocats compétents. Au niveau déontologie, on peut être amené à intervenir par exemple lorsqu'il y a des dossiers qui requièrent une certaine urgence avec des avocats qui veulent absolument plaider et des contradicteurs par contre qui souhaitent un renvoi. Et là, on a un petit peu une contrariété d'intérêt. C'est-à-dire que une personne qui va vouloir la garde de son enfant est pressée d'obtenir cette garde. La personne qui est en défense, ou en tout cas ce qu'on appelle communément l'adversaire,
va devoir lui présenter des observations justement pour être également défendu au mieux et doit avoir également le temps de préparer sa défense. Le rôle d'un bâtonnier, c'est quand il y a effectivement deux avocats qui défendent très bien les intérêts de leurs clients, il faut trouver la meilleure solution. La meilleure solution, ce n'est pas forcément de passer le dossier tout de suite, ce n'est pas forcément d'obtenir un renvoi dans 6 mois, il y a toujours un juste milieu et à ce moment-là, nous sommes là pour intervenir et pour essayer de trouver une solution qui conserve au mieux non pas les intérêts des avocats, mais les intérêts réellement des justiciables. Voilà. Être bâtonnier, c'est également veiller à la formation des avocats, vérifier les spécialisations, vérifier que tous les avocats font leurs heures de formation. Parce qu'il faut savoir que chaque avocat doit faire notamment 20 heures de formation par an et lorsqu'il est spécialiste, il doit faire des heures de formation dans sa spécialité. C'est un gage de qualité justement pour les justiciables. Alors l'ordre des avocats, c'est 1350 confrères à gérer. Et 1350 confrères, ce sont des confrères qui sont de tous les contentieux et ce sont également beaucoup de métiers différents. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du métier d'avocat et de la fonction d'avocat, vous allez avoir des personnes qui ne vont jamais venir au palais, qui vont rester dans leur bureau, qui vont faire un travail exclusivement de conseil, qui vont travailler main dans la main avec les sociétés. Et vous allez avoir d'autres avocats qui, par contre, passeront leur journée dans les juridictions et qui vont faire, par exemple, des contentieux, le contentieux pénal, du contentieux de droit de la famille, qui, justement, côtoient quotidiennement les juridictions et les justiciables. Donc, vous aurez des avocats qui ne mettront pratiquement pas leur robe d'avocat et vous aurez, par contre, des confrères qui seront en permanence au tribunal. Alors il y a les fonctions qui sont un petit peu notre image d'Épinal, d'abord l'exécution des décisions de justice, mais en amont ce qu'on appelle la signification, c'est-à-dire le transport des assignations, des convocations judiciaires et des significations de décisions de justice, une fois que la décision est rendue, l'amener finalement au destinataire de façon certifiée selon les formes soit du Code de procédure civile, soit du Code de procédure pénale. Nous avons aussi un rôle auprès du tribunal puisque nous sommes partie intégrante de la chaîne judiciaire et nous assurons aussi ce qu'on appelle les audiences, sous l'autorité évidemment du magistrat chargé de l'audience. Nous participons aux audiences pour ce qu'on appelle l'appel des causes. Et puis nous avons des missions autres qui sont les constatations, le constat d'huissier qui est évidemment très connu et qui intervient alors soit sur commission judiciaire, sans être trop technique, ce qu'on appelle les constats sur ordonnance, qui est une mesure d'instruction, ou les constats à la requête des particuliers. Nous en faisons énormément dans tous les domaines. Et puis nous avons aussi des matières dites accessoires, qui sont peut-être moins connues, comme l'administration d'immeubles, le syndic de copropriété ou même l'agent d'assurance. Nous intervenons aussi en matière c'est assez nouveau, en matière de procédure collective, puisque les huissiers sont habilités, dans certains cas, à assurer les fonctions de liquidateur pour les petites sociétés. Alors, on est une profession qui peut avoir une vision parfois d'une profession mal aimée, mais je crois qu'en réalité, au quotidien, c'est tout l'inverse. Il y a l'aspect exécution, mais il faut savoir que les gens quotidiennement viennent voir chez nous, prendre un renseignement, un conseil, et c'est une partie qui n'est pas visible. Le constat doit s'abstenir de tout avis technique sur le litige considéré. Le constat est une photographie de la situation existante, mais ne doit surtout pas donner un avis, puisque nous ne sommes pas autorisés, nous ne sommes pas experts, nous constatons un fait. En matière de constatation, un constat de voisinage, par exemple sur une haie de tuya qui pousserait trop haut ou trop large, des constats de bruit, puisque les litiges de voisinage sont assez souvent relatifs à des excès de bruit. Des constats de SMS aussi, puisque l'écrit reste, mais l'écrit électronique aussi. Et il nous arrive aujourd'hui fréquemment de faire des constats, de retranscrire des discussions ou des messages SMS. Le notaire donc, est un professionnel du droit nommé par le garde des Sceaux et qui va donc accompagner donc, les particuliers et les professionnels. Notre mission principale est de sécuriser donc, les opérations juridiques au moyen des actes authentiques.
Qu'est-ce qu'un acte authentique ? C'est un acte reçu par le notaire en sa qualité donc d'officier public et qui va en garantir la validité, l'efficacité et la conservation. N'oublions pas que le notaire va engager sa responsabilité ainsi que celle de sa profession pour les actes qu'il reçoit. Nos domaines d'expertise sont très variés. On connaît donc classiquement le droit immobilier, le droit de la famille, le droit des entreprises, mais il y a également le droit rural, le droit des collectivités publiques, pour lesquels le rôle du notaire est moins connu. Rappelons aussi donc que pour certains actes, le recours au notaire est obligatoire, c'est-à-dire que l'État a imposé le recours à l'acte notarié. L'exemple le plus donc connu est la vente immobilière. Donc le notaire est chargé donc de la réception de la vente immobilière et l'État lui a confié également donc le rôle donc d'effectuer toutes les formalités suite à cette signature. C'est-à-dire qu'il va constater le transfert de propriété entre le vendeur et l'acquéreur et après, il va donc faire les démarches auprès de l'administration fiscale afin que cette vente soit connue de tous. Et c'est ce qu'on appelle les formalités de publicité foncière. Donc le notaire donc, est tenu d'un devoir d'information pour les actes qu'il reçoit. C'est-à-dire qu'il doit éclairer les parties sur la portée et les conséquences de leur engagement qui va être pris dans l'acte. Le devoir de conseil s'étend également avant l'acte pour la préparation et le choix de l'acte à retenir. L'exemple le plus courant est le contrat de mariage. Ça veut dire que les futurs époux donc, vont demander un rendez-vous de renseignement chez leur notaire. Ils vont donc exposer donc, leurs souhaits, leurs motivations. Et également, ils vont nous expliquer souvent donc, ce qu'ils ont entendu ou ce qu'ils ont donc, analysé donc, grâce à Internet. Et de là, nous, on va donc partir à la recherche des infos. Donc le notaire va donc analyser donc, la situation des clients afin d'offrir donc le meilleur contrat donc pour leur vie matrimoniale. Évidemment, donc le notaire ne va pas proposer le même type de contrat à un couple de 25 ans donc, qui se lance dans des startups qu'à un couple à la retraite dans le cadre d'une famille recomposée. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment donc du sur-mesure. Le notaire est également un acteur de la gestion de patrimoine. Ça veut dire que le notaire va être consulté pour réaliser donc, on va dire, l'analyse du patrimoine des clients afin de dresser un audit et de proposer des solutions afin d'optimiser ou d'anticiper finalement la suite. Ça peut également être des préoccupations d'investissement où les clients souhaitent simplement donc connaître le régime fiscal le plus intéressant. Parfois, il peut être amené à travailler pour le compte de la justice. Je pense notamment donc aux notaires experts dans le cadre des procédures de divorce ou de partage de succession. Le notaire, enfin, peut être amené donc à régler des différends, toujours de manière extrajudiciaire. Nous tentons, dans ces cas-là, de régler à l'amiable les différends. À ce titre, on va se retrouver au cœur des familles, au cœur des couples, et on va toujours donc œuvrer en leur sens, tout en défendant leurs intérêts et toujours donc en veillant à la sécurité juridique des actes et des conseils donc qu'on leur donne. On est un petit peu la fonction invisible du tribunal, mais on a un rôle qui est essentiel, notamment entre le lien entre les agents du greffe, les greffiers, les adjoints administratifs, les secrétaires administratifs, les agents techniques. On fait vraiment partie de cette équipe, donc on appelle souvent l'équipe autour du magistrat. Et notre quotidien se résume qu'à la mise en œuvre concrète de tout ce qui peut se passer autour d'une procédure de justice, donc la mise en œuvre des procédures, et on gère pour ça donc les moyens humains, les différents agents des services, et aussi les moyens matériels. On est là au quotidien pour tout mettre en œuvre pour que tout fonctionne. On intervient vraiment dans la mise en œuvre opérationnelle, la mise en place des réformes. On est là pour accompagner les agents et faire en sorte que la mise en œuvre soit la plus opérationnelle possible. Ça peut passer par la publication de notes de services, des entretiens, des réunions. J'ai notamment ce qu'on appelle les services verticalisés, donc, qui sont des services dans lesquels le greffe va traiter la procédure du début, dès son arrivée au tribunal, jusqu'à la fin. Donc, ces services, c'est deux procédures, on va dire, qui sont dites simplifiées, les ordonnances pénales délictuelles, qui sont un service dans lequel il n'y a pas d'audience, le justiciable reçoit directement chez lui une décision de justice, et un autre service verticalisé qui sont les CRPC, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, qui cette fois-ci est une procédure avec audience, une première phase devant le parquet qui est une phase de négociation de la peine avec une proposition de la peine et une deuxième phase devant donc, le magistrat du siège qui va homologuer cette proposition.
Et après, donc, un autre service du parquet qui a un rôle essentiel dans la chaîne pénale, c'est l'exécution des peines. Donc c'est le service qui, lui, pour le coup, met en œuvre les différentes peines qui sont prononcées par le tribunal correctionnel. Là, ça peut être la mise en détention d'un condamné, la mise en œuvre de stages, de travail d'intérêt généraux. Et donc moi, le service d'application des peines, donc c'est le dernier maillon de la chaîne pénale, donc c'est un service du siège, donc qui traite notamment les aménagements peines, donc ça traite le milieu ouvert, le milieu fermé. Le juge d'application des peines est chargé d'aménager la peine. Là où on peut intervenir en tant que directeur, c'est aussi de bien gérer les partenariats, notamment il y a beaucoup de partenaires extérieurs, comme le SPIP, les directeurs de maisons d'arrêt, donc il y a beaucoup d'acteurs à réunir et on doit travailler ensemble du coup pour que les peines soient bien mises en œuvre. Aussi, voilà, il y a beaucoup de travail avec les magistrats coordonnateurs aussi. Donc eux, ils sont magistrats, donc coordonnateurs de leur service. Et donc du coup, comme on parlait tout à l'heure de l'équipe autour du magistrat, il faut que tout le monde s'harmonise. Donc tant au sein du tribunal, l'équipe de greffe, les magistrats, et aussi avec les partenaires extérieurs. Enfin, c'est surtout instaurer la communication. C'est ça qui est important de dire. C'est que voilà, chacun peut avoir tendance à travailler un peu dans son coin. Dans un tribunal comme Lille, c'est très grand. Donc du coup, c'est vrai que chacun est dans son service et ne pense pas forcément à informer les collègues même. Il y a une journée type, ça peut être une journée statistique, lecture de réforme, préparation de notes de service, entretien, voilà, un peu tout. Ou des fois imprévu. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'imprévu. C'est ça. Et quand on parle de communication, il y a aussi du management. Donc comme disait Adrien, c'est de l'humain. Et accompagner l'équipe de greffe, les agents au quotidien dans leur mission. Enfin, voilà, quand on sent que l'équipe de greffe, on y va et qu'il y a une bonne ambiance, bah, du coup, moi je pense que c'est ça la reconnaissance, c'est de voir vraiment les agents satisfaits et se sentir écoutés et soutenus dans leurs demandes. Donc en fait moi je suis au secrétariat commun du JAF, donc le secrétariat c'est le point d'entrée du JAF car c'est là où on enregistre les procédures. Donc au JAF il y a les requêtes hors divorce, donc c'est tout ce qui touche la pension alimentaire, tout ce qui est droit de visite d'hébergement, l'autorité parentale des parents. Après on enregistre aussi tout ce qui est procédure d'adoption. Les procédures d'obligation alimentaire, donc ça c'est quand il y a une personne qui peut être par exemple en EHPAD et que les obligés n'arrivent pas à payer ou doivent payer pour cette personne. Et au secrétariat, on a aussi les appels téléphoniques, donc des justiciables et des avocats. Et après, nous, au pôle administratif, on est en début, on intervient juste après mes collègues du secrétariat, au stade de la convocation, donc pour les différentes procédures que ma collègue vous a énoncées. Et en fin de chaîne, on s'occupe de la notification des décisions. Donc après l'audience, une fois que le jugement est rendu, on est chargé d'envoyer les copies aux avocats, aux parties, en respectant bien évidemment les règles de notification propres à chaque type de décision. Et à côté de ça, on a toutes les deux des tâches annexes qu'on partage, qui sont les demandes de copies de jugement formulées par les justiciables, la communication avec les avocats. Alors donc moi je travaille au sein du greffe CRPC, donc qui est composé d'une adjointe administrative et d'un autre greffier. Donc voilà, c'est un vrai travail d'équipe. Nous assurons en fait dans un service qui est verticalisé. Donc la procédure arrive dans le service et jusqu'à l'exécution, nous nous en chargeons. Donc on assure la réception de la procédure, sa vérification, son enregistrement, la préparation de l'audience, la résolution de certaines difficultés qui peuvent y avoir dans le dossier, le lien avec le magistrat qui va traiter les dossiers, qui va les préparer, la tenue de l'audience, le suivi de l'audience et l'exécution de la décision par la suite. Et nous traitons de bout en bout le dossier de la personne qui arrive chez nous. Par exemple, on est en charge aussi des ordonnances de protection dans le cadre des violences conjugales. Donc ça, les requêtes sont déposées par des avocats auprès de mes collègues du secrétariat. Ça peut être déposé aussi par les particuliers. Par les particuliers, ça peut être fait avec ou sans avocat. Elles sont enregistrées par mes collègues au secrétariat. Nous, on intervient sur la convocation. Donc on prépare les diverses convocations, on envoie les différents documents qu'il faut joindre aux convocations afin que tout le monde sache pourquoi il est convoqué tel jour à telle heure. Moi, ce que j'aime en tout cas, c'est que je suis en lien aussi avec le public à l'audience. Les gens ont besoin aussi d'être à l'écoute et de comprendre pourquoi ils sont là, de leur expliquer ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ont le droit de faire, que ce soit en tant que prévenu, en tant que partie civile. Nous sommes donc en lien aussi avec les avocats, avec les services d'enquête sociale, les magistrats du parquet, les magistrats du siège. Moi, j'ai la chance d'être dans un service à la fois
qui est en lien avec les magistrats du parquet pour la phase parquet et pour la phase homologation. Ça, c'est extrêmement agréable. Moi, je suis avec plein d'acteurs, je travaille avec plein de services différents et ça me permet aussi de connaître de mieux en mieux la juridiction et tous les rouages des différents services. Alors, moi, au niveau des affaires familiales, c'est la dimension humaine qu'on retrouve peut-être pas dans tous les services. Les gens sont parfois dans des situations assez compliquées au niveau de la garde d'enfants, ils sont pas d'accord, c'est parfois très conflictuel. C'est vrai que nous, on essaye de faire au mieux et au plus vite pour que les gens puissent avoir une décision de justice qui leur permettra de gérer leur situation familiale de la meilleure façon qui soit. D'être à leur écoute, en fait, tout simplement, et de répondre à leurs besoins. Conciliateur de justice, en quoi cela consiste-t-il? Eh bien, tout simplement, c'est essayer de trouver un arrangement dans un différend pour éviter aux parties d'aller en justice pour régler ce différend. Pourquoi encombrer les tribunaux avec des différends qui peuvent se régler amiablement entre les parties? Nous sommes au sein de la justice puisque nous prêtons serment auprès de la Cour d'appel, donc nous sommes dans l'institution. Je dirais que nous sommes un peu l'antichambre de la justice, puisque maintenant, les conciliations sont obligatoires pour tous les différends civils inférieurs à 5 000 €. Nous travaillons donc en corrélation avec le CDAD, qui nous permet effectivement de connaître les besoins de la justice dans les lieux représentatifs. Nous travaillons avec les greffes, bien entendu, et en collaboration avec les juges, notamment quand nous faisons des permanences au sein des tribunaux. Nous sommes dans les différends civils. Je dirais, en fait, on s'occupe de tout est différent, sauf ce qui nous est interdit, à savoir le droit de la famille, qui n'est pas du tout dans notre domaine, et ce qui concerne, en gros, l'administration et le citoyen, qui sont du domaine du défenseur des droits. Sachant que concernant le droit du travail, c'est plutôt des prud'hommes. Ce sont essentiellement donc, les différents avec locataire-bailleur. Ensuite, nous avons tout ce qui est du domaine de la consommation, différents avec son garagiste, son cuisiniste, des réceptions de travaux et bien entendu les problèmes de voisinage. Nous recevons les deux parties qui sont en différents. Nous laissons la parole au demandeur qui doit s'exprimer sur les raisons de sa demande. Ensuite, nous écoutons le défendeur et nous sommes facilitateurs en reformulant les questions, en verrouillant les questions, les réponses plus exactement, lorsque c'est nécessaire, quand les personnes, lorsqu'on leur demande de faire des propositions, lorsqu'ils sont un peu, soit parce qu'ils n'en ont pas l'idée, soit parce qu'ils n'en ont pas du tout envie, de relancer effectivement un peu le débat en suggérant des possibilités de solutions. Alors une fois que nous avons trouvé une solution, c'est 75 à 80% des cas qui sont résolus, il faut le savoir, ce qui est quand même assez important. Eh bien, nous rédigeons donc un constat d'accord qui est signé par toutes les parties, y compris par le conciliateur, et dont un exemplaire reste au tribunal. Il y a une notion de service public quelque part, il y a une notion d'assistanat social quelque part aussi. Puis la grande satisfaction, c'est de trouver des solutions pour des personnes qui sont vraiment en grande difficulté. Tous les citoyens devraient malheureusement, un jour ou l'autre, effectivement avoir affaire au conciliateur pour essayer de régler un petit différend dans tous les domaines de la vie quotidienne. Et j'en profite d'ailleurs aussi pour dire que la conciliation est gratuite. Nous donnons des permanences, alors dans différents lieux de permanence, bien sûr au tribunal, mais également en maison de justice, en point d'accès au droit, dans les structures France Service également. Il n'y a rien de plus simple pour saisir le conciliateur. Il suffit de lui envoyer un mail, une lettre, de donner un petit coup de fil, de prendre un rendez-vous, soit en mairie, dans la mairie de sa ville tout simplement, son lieu de résidence, ou dans un point d'accès au droit, maison de justice, ou demander au tribunal tout simplement, où peut-on joindre le conciliateur. Vous voyez, c'est très très simple et c'est très rapide. Donc le défenseur des droits est une autorité indépendante. Il a pour mission de veiller au respect des droits et des libertés fondamentales. Cette mission s'exerce dans 5 domaines, donc les litiges avec les services publics, la lutte contre les discriminations, la protection des droits de l'enfant, le respect de la déontologie de la sécurité par les forces de l'ordre et la protection des lanceurs d'alerte. Pour exercer cette mission, le défenseur des droits dispose de 550 délégués sur l'ensemble du territoire.
Nous tenons des permanences dans différents endroits, CCAS, poids d'accès au droit, mairie, préfecture, sous-préfecture, tribunal d'instance également, et également dans des établissements pénitentiaires. Nous tenons des permanences une journée par semaine ou une demi-journée. Nous sommes saisis de différentes manières, à la fois par le biais de nos permanences, mais aussi par mail, par téléphone et également par courrier qui sont adressés directement au siège. La majorité des réclamations concernent les litiges avec les services publics, donc notamment les litiges avec la préfecture, avec les aides sociales de la CAF, de la MDPH, mais aussi les aides du Pôle emploi. Concrètement, nous recevons l'usager avec tous les éléments justificatifs qui concernent sa réclamation. Nous l'écoutons et éventuellement, si nous ne pouvons pas intervenir, nous le réorientons vers les démarches qu'il convient d'effectuer pour avoir satisfaction. Donc, à titre d'exemple, je vais vous parler d'une réclamation sur laquelle j'ai été saisie. Il s'agissait d'un réclamant qui est venu me rencontrer et qui ne parvenait pas à obtenir sa carte grise auprès de l'Agence nationale des titres sécurisés. Et de ce fait, après avoir accompli des démarches préalables, le délégué du défenseur des droits peut intervenir. À ce titre, nous disposons de contacts dans toutes les administrations concernées et nous facilitons le règlement des litiges entre l'usager et le service public. Dans le cadre de la lutte contre les discriminations, donc je peux être saisie par un réclamant qui vient me rencontrer à ma permanence avec tous les éléments et qui fait état de la situation qu'il considère être discriminante. Donc notre rôle est de l'écouter, de rédiger une synthèse. Ce qui est difficile auprès de l'usager, enfin du réclamant, c'est de lui faire prendre conscience qu'il est victime de discrimination. Je suis également cadre de la fonction publique. J'ai exercé dans différents ministères, notamment la justice, l'intérieur, la santé et aujourd'hui le ministère de l'économie et des finances. Et cette mission du défenseur des droits est complémentaire avec mon travail de fonctionnaire puisqu'il me permet de me réaliser pleinement dans cette mission de service public et dans la mesure où les procédures administratives n'ont pas de secret pour moi, je mets au service du public ma connaissance de l'administration. Le SAUJ, ça veut dire Service d'accueil unique du justiciable. Ça a été créé pour faciliter l'accueil des justiciables, pour simplifier leurs démarches et pour rendre la justice plus accessible, plus simple et plus rapide. Et ça a été également créé pour harmoniser les pratiques dans toutes les juridictions. Le SAUJ a 3 missions. Alors, d'abord, donner des renseignements d'ordre général sur toutes les procédures. Ensuite, donner des informations sur une procédure en cours, c'est-à-dire un justiciable se présente, il a une affaire en cours chez nous, il va avoir des renseignements, à savoir, il ne sait pas à quelle date l'affaire a été renvoyée, il veut connaître le délibéré, donc ça, on peut le renseigner. Et ensuite, on a une mission également de prise d'acte, c'est-à-dire qu'on réceptionne tous les dossiers des justiciables, à savoir aussi bien en matière civile, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire. On est compétent aussi pour recevoir tout ce qui est requête pour saisir le juge des tutelles majeures. Après également des conflits de voisinage. Là c'est pareil, alors souvent la personne veut tout de suite saisir le tribunal, on lui dit attendez, il faut déjà faire une tentative de conciliation. On les renvoie souvent vers un conciliateur de justice pour essayer de résoudre le litige à l'amiable. En matière pénale, des personnes qui veulent consulter leur casier judiciaire, qui veulent faire une requête en confusion de peine, et en matière sociale. On réceptionne toutes les demandes qui concernent le juge aux affaires familiales hors et après divorce. S'ils ont des difficultés également, on peut les inviter. Il y a de la médiation familiale en matière JAF, 2 permanences au sein du tribunal ici. Ce sont des permanences où des médiateurs reçoivent, c'est à titre gratuit. Il faut faire attention parce qu'on n'est pas conseil juridique, donc il ne faut pas franchir ce cap. Donc dès qu'on sent que la personne a besoin d'aide, on leur dit il existe des consultations juridiques, il y a la maison, il y a l'ordre des avocats, il y a également souvent dans des mairies. Le but quand on reçoit un justiciable au SAUJ, moi c'est ce que j'explique toujours à l'équipe, c'est au moins le justiciable repart avec une information. Ou il repart avec un CERFA, ou
savoir où il peut obtenir des renseignements, mais il ne faut pas laisser partir le justiciable sans lui avoir donné le moindre conseil. Au niveau du SAUJ du tribunal judiciaire de Lille, vous avez donc l'accueil physique, vous avez un accès, le justiciable se présente, vous avez 2 guichets, dont un guichet à mobilité réduite. C'est censé être un accueil rapide, directionnel. Vous avez donc un accueil téléphonique. Alors ce n'est pas un simple standard. Lorsqu'on nous passe une communication, qu'on reçoit une communication sur notre ligne directe, on est censé apporter une réponse. On a des logiciels qui nous permettent effectivement de pouvoir renseigner au mieux le justiciable. Et ensuite, nous avons un accueil électronique où on a une boîte structurelle, accueil. Et une boîte également, une deuxième boîte qui est destinée à favoriser les échanges entre les différentes juridictions. Alors, le Conseil départemental de l'accès au droit du Nord, c'est un organisme qui est chargé de définir et de mettre en place la politique de l'accès au droit dans le département en fonction des besoins de la population qu'on aura identifiée. Il y a un CDAD dans chaque département. En fait, l'accès au droit, c'est permettre à toute personne, quel que soit son âge, son sexe, sa nationalité, ses revenus, de bénéficier d'informations générales sur ses droits et sur ses obligations. Donc en fait, c'est également permettre aux personnes d'être orientées vers les partenaires et les professionnels et les organismes qui sont chargés de mettre en œuvre les droits et les obligations. L'accès au droit permet également d'aider les personnes dans l'accomplissement de leurs démarches et dans la rédaction et la conclusion d'actes juridiques. C'est également permettre à toute personne d'avoir accès à des consultations juridiques qui sont assurées par des professionnels du droit ou par des associations. C'est un très grand réseau de professionnels et de partenaires qui travaillent tous ensemble pour apporter la meilleure information et le meilleur accompagnement possible des citoyens. Alors, les grands principes de l'accès au droit, c'est la proximité, puisqu'en fait, il y a une structure d'accès au droit à proximité du domicile de chaque personne. C'est également la confidentialité et c'est également la gratuité. Dans le département du Nord, nous avons 6 maisons de justice réparties sur l'ensemble du territoire. Et il y a 17 points d'accès au droit également dans l'ensemble du département. Les personnes peuvent obtenir un rendez-vous avec un avocat, avec un notaire, avec un huissier, un conciliateur, un délégué du défenseur des droits, une association d'aide aux victimes et diverses associations qui œuvrent en matière de droit de la famille, droit des femmes, surendettement. Nous avons également ce qu'on appelle des relais d'accès au droit. En fait, ce sont des lieux dans des mairies, les tribunaux, les maisons des avocats, des associations où des permanences, des consultations juridiques d'avocats sont assurées. Le CDAD travaille également sur des actions plus spécifiques qui ont été identifiées justement en fonction des besoins des habitants du territoire. Donc on a des actions spécifiques, notamment en matière de logement, notamment le logement indigne, des actions également en matière de discrimination, de violence familiale et intrafamiliale, et également un certain nombre d'actions en faveur des jeunes. Tous les points justice peuvent être contactés via le numéro unique d'accès au droit, le 3039. Donc en fait, en tapant le code postal de son lieu de résidence, on est mis en relation avec le point justice le plus proche de son domicile. Toutes les coordonnées des structures d'accès au droit et de nos différents partenaires sont disponibles sur notre site internet cdad-nord.justice.fr et les usagers peuvent également avoir toutes les informations sur leurs droits et obligations, etc. sur le site justice.fr. Mais ça serait intéressant de voir comment vous avez perçu ce film. Peut-être ça éveille aussi chez vous des questions.
des remarques. En tout cas, vous savez, c'est une discussion que nous avons très libre, hein, un échange sans plan et tout. Voilà, alors c'est à vous de prendre la parole. Et puis, vous avez beaucoup de professionnels, vous avez aussi les fonctionnaires de greffe, les magistrats qui sont dans la salle, qui ont participé à ce film. Peut-être vous pourrez les interroger. Voilà. Alors la difficulté, c'est toujours de se lancer et que la première question soit posée. Oui, je vous en prie. Monsieur le Président, je voudrais vous poser une question. C'est le coût de la justice. La justice n'est pas à la portée des classes moyennes en France. Il faudrait que Monsieur le garde des Sceaux prenne la mesure des exclusions que cela entraîne. Ceux qui ont des revenus moyens moindres bénéficient de l'aide juridictionnelle, mais lorsque vous dépassez le plafond, et prenons une procédure qui vous conduirait du tribunal judiciaire jusqu'à la Cour de cassation, éventuellement devant la Cour européenne des droits de l'homme ou devant la Cour de justice européenne, je ne pense pas qu'un citoyen moyen bénéficiant de revenus tels que le SMIC puisse aller du tribunal judiciaire jusqu'à la juridiction européenne. C'est impossible. Il abandonnera en cours de route. Hein. La justice est faite, vous avez raison, pour tous les citoyens, mais la prise en charge par l'État ne peut, pour des raisons qui tiennent à ce que le budget de la justice ne permet pas d'aller au-delà des personnes qui ont des revenus limités, assurer la prise en charge de chacun. Hein, ça, c'est pas possible. Donc, il y a quand même des mécanismes parfois d'assurance-protection juridique qui vous permettent d'être défendu. Mais là, vous touchez le point de savoir. Si la justice est un service public toujours gratuit, ça n'est pas le cas dès lors qu'on franchit un certain niveau de revenus. On apprécie, vous savez, ces revenus également en fonction de correctifs, en fonction des charges de famille, mais l'État n'est pas en mesure d'assurer une gratuité totale à tout un chacun. L'aide juridictionnelle repose sur un barème parce que, tout simplement, et c'est pareil à l'étranger, hein, c'est la même des choses à l'étranger, le budget n'est pas inépuisable. Voilà. Mais il n'y a pas d'exclusion des droits de qui que ce soit. À partir, effectivement, d'un certain seuil de revenus, l'État ne prendra plus en charge les frais de défense. Mais c'est difficile, comprenez, d'imaginer que toute action en justice, pour quelque justiciable que ce soit, même des justiciables aisés ou les classes moyennes, hein, puisse être gratuit. Voilà, donc la gratuité ne peut bénéficier qu'à ceux qui ont les ressources les plus faibles. Voilà, d'autres questions ? On a pu voir qu'il y avait un certain nombre de métiers qui sont amenés à travailler ensemble, mais comment ces différents métiers ont pu faire face à la situation, notamment sanitaire, aux différents confinements, pour continuer à travailler ensemble, notamment dans les audiences ? Alors on s'est bien organisé, mais peut-être, peut-être Monsieur le bâtonnier, vous pouvez répondre, Madame le procureur, je ne veux pas monopoliser la parole. La question était... La question est de savoir comment, au travers de la crise sanitaire, hein, c'est ça, les différents métiers se sont organisés pour travailler ensemble. C'est une vaste question. Ça a été très compliqué. On va être clair, le système judiciaire n'était pas prêt au premier confinement et on a dû s'adapter. Et on n'a pas pu fonctionner normalement. Les uns comme les autres. Hein. Et on a dû inventer un certain nombre de choses. Le président du tribunal ne vous dira pas, mais je peux vous dire que les magistrats ne pouvaient pas travailler parce qu'ils n'avaient pas d'ordinateur portable. Et donc il fallait venir ici. Et en même temps, ici, c'était compliqué parce qu'il y avait la crise du Covid, c'était confiné. Donc l'adaptation a été très compliquée. Pour la profession que je représente, les avocats, pareil. C'est-à-dire que du jour au lendemain, c'était un choc. Hein. Les réunions de cabinet, c'est la première fois que vous mettez, nous, du personnel au chômage technique. C'est incroyable. Et puis tout s'arrêtait, on ne savait plus comment fonctionner. Alors on a un prix, alors, au tribunal de commerce, on a réussi à faire des audiences par visio.
Certaines juridictions, le tribunal judiciaire de Dunkerque ou de Boulogne-sur-Mer, a commencé à mettre en place des choses en visio. Alors la justice en visio, ça peut être possible, mais ça peut être que dans un temps très, très court et plutôt sur les sujets techniques. Je sais que certains voudraient que ce soit en matière pénale, Madame le procureur est à côté de moi, mais peut-être qu'elle ne le souhaite pas. Mais en tout cas, sur certaines matières, la visio a ses limites et qu'on ne peut juger bien que quelqu'un si on l'a devant ses yeux. Même lui, il a besoin de voir son juge et pas à travers un écran. Donc on a essayé de s'adapter. Pas été simple pour les huissiers non plus. Je crois qu'aujourd'hui, on est mieux armé. Est-ce qu'on est totalement armé pour y arriver encore demain? C'est pas sûr. Mais on apprend, on discute. Et en fait, ce qui nous paraissait inimaginable commence à avancer. Ce qui est vrai aussi, c'est que dans mon métier, des réunions, j'en parlais tout à l'heure, des réunions avec mes clients en visio, j'en faisais quasiment aucune, ou alors à l'étranger, mais ça c'était normal. Mais des visios, maintenant j'en fais 3 à 4 par semaine, facile. Et que les clients me disent, bon écoutez, on ne va pas se faire une réunion en banlieue parisienne, on fait une réunion en visio, et donc ces modes de travail-là, effectivement, et ce cadre-là est important. Mais voilà, je ne sais pas quand même comment vous l'avez vécu, Monsieur le Président, mais le premier confinement était quand même très compliqué. Et après, on a géré évidemment l'urgence de l'urgence. Et ça, c'est toute la famille judiciaire qui s'est réunie autour de ça, avec les problématiques intrafamiliales, avec un certain nombre, en matière administrative, l'atteinte au droit, de comment on l'a géré. Il fallait quand même que des recours puissent avoir. Est-ce que le droit de se réunir, un certain nombre de choses qu'on devait pouvoir contester, parce que sinon on n'était plus dans un état de droit. Et donc tout cela, et ce débat-là, il a dû quand même le mener et de gérer l'urgence absolue et des situations qui devaient encore nécessairement passer par le juge et de retrouver une porte pour y arriver. Compléter la question, mais effectivement, on a beaucoup appris de la crise sanitaire. La crise sanitaire, elle était inédite pour tout le monde. Il a bien fallu s'adapter, et on s'est adapté. C'est-à-dire qu'il fallait à la fois respecter les consignes sanitaires, et de l'autre côté, il a fallu faire vivre le service public de la justice. Donc inévitablement, on apprend comme tout le monde, un 16 mars, qu'il va falloir respecter le confinement, et à ce moment-là, on s'organise avec un plan de continuation d'activité, on se réunit au sein de la juridiction. Peut-être que ça nous a fait évoluer, ça nous a fait aussi nous moderniser, peut-être qu'on a appris à télétravailler, mais on a continué, on a utilisé le distanciel, on a utilisé la visioconférence, on a peut-être pris un sacré coup de jeunesse, parce que finalement, ça nous a fait évoluer plus vite. Mais encore une fois, l'urgence a été traitée, l'activité pénale, l'activité civile. C'est vrai qu'on a commencé par gérer l'urgence de l'urgence, et puis finalement, pour la deuxième, on sera prêt. Dans le réseau d'accès au droit, tous les collègues des maisons de justice et des points d'accès au droit également, et tous les partenaires ont continué à traiter les dossiers des gens à distance, par téléphone, par mail, etc. Pour pouvoir, puisqu'en fait, en plus des difficultés habituelles, il y avait toutes les difficultés qui venaient en plus, les mariages annulés, les problèmes de voyage, les problèmes de garde d'enfants, enfin voilà, plein de difficultés qui sont venues s'ajouter. Et l'ensemble, je parlais tout à l'heure dans le film d'un réseau d'accès au droit, et en fait l'ensemble des partenaires du réseau d'accès au droit ont continué à se mobiliser pour pouvoir aider au maximum les gens comme ils pouvaient, en fait, avec Internet, par mail, par téléphone, etc., pour laisser personne de côté. Dans le prolongement de ce qu'a dit Madame la procureure, je voudrais dire quand même que le ministère de la Justice, malgré l'image qui a été donnée pendant la crise sanitaire, qui a été vécue de manière très brutale par l'ensemble des services publics, a démontré sa capacité à s'adapter assez rapidement, parce que c'est vrai qu'il y avait des problèmes matériels, d'équipement, d'ultraportables, de méthodes de travail, etc. Et on peut dire aujourd'hui qu'on a quand même tiré les enseignements de cette crise pour mettre en place les moyens pour, je dirais, assurer une meilleure qualité de service public, au service du citoyen, en fait, au service du justiciable. Nous avons mis en place notamment des plans d'équipement d'ultraportables. On peut dire aujourd'hui que la plupart des magistrats sont dotés d'ultraportables. Des nouvelles méthodes de travail ont été mises en œuvre. Des moyens conséquents ont été aussi
aussi obtenue par le garde des Sceaux actuel qui montre que nous avons du ressort et que nous savons nous adapter malgré l'image qui a pu être donnée de la justice au moment de la crise sanitaire. Merci, voilà ce que je voulais dire, monsieur. Merci Madame la Directrice d'apporter ces précisions. Alors, je reprends tout ce qui a été dit, hein, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vous a été indiqué. Dans la période qui a été marquée par la crise, c'est-à-dire surtout la période du confinement, donc entre le 16 mars, on a déclenché le plan de continuité d'activité le 17 mars. Il y a eu 2 mois donc, pendant lesquels on était en confinement, où on devait maintenir ici le nombre minimum de personnes, le nombre maximum de personnes, et on était évidemment amené à demander à la majorité des fonctionnaires, la très grande majorité des fonctionnaires et des magistrats, de rester chez eux. Donc ici, on a fonctionné avec un petit nombre de personnes par rotation, hein, mais on a fait en sorte, parce que c'était le principe de la continuité d'activité, qu'on continue quand même à rendre la justice. C'est-à-dire qu'il y a eu des audiences en matière notamment pénale pour la Chambre des libertés, les comparutions immédiates, tout ce qui était les contentieux de l'urgence et les contentieux portant atteinte aux libertés. Le JLD, par exemple, le juge des libertés et de la détention, a continué de fonctionner. Les collègues juges d'application des peines ont fait un très gros travail parce qu'il y avait à ce moment-là une grave crise dans les établissements pénitentiaires où on craignait la pandémie. Donc il y a eu l'examen de la situation d'un très grand nombre de condamnés des 2 établissements pénitentiaires que nous avons sur le ressort, Annelin et l'Île-Sequedin. Tous les services, il n'y en a pas eu un qui ait arrêté de fonctionner. Mais bien entendu, dans ce que nous avons appelé, hein, c'est pas très joli, mais c'est ce qu'on a appelé le mode dégradé. C'est-à-dire que bien évidemment, les services ne fonctionnaient pas comme ils fonctionnent en temps normal. Hein. On était peut-être à 20% au total, même peut-être pas, même du nombre d'audiences qui se tiennent en temps habituel. Donc il y avait des représentants des fonctionnaires de greffe qui étaient présents dans la juridiction, des magistrats, mais bien entendu la très grande majorité des membres de la juridiction étaient invités à regagner leur domicile. Et je tiens à dire même que nos collègues et les fonctionnaires parfois étaient tellement désireux de continuer à travailler qu'il fallait même se fâcher pour leur dire « Attention, ne mettez pas en péril votre état de santé, celui de vos proches et celui des autres membres de la juridiction ». C'est pour vous dire combien il y avait dans cette période une volonté de tous les agents de continuer à exercer. Mais notre devoir, avec Madame le procureur de la République, c'était aussi de préserver leur santé et de faire en sorte que le maximum d'entre eux restent chez eux et que seuls certains viennent ici pour assurer les permanences. Voilà. Donc on a eu cette période qui a été difficile. Ensuite, on est sorti 2 mois après, à la mi-mai, on a fait des plans de continuité, je ne sais plus le terme qu'on avait utilisé, mais qui étaient assouplis, c'est-à-dire que nous sommes montés en puissance, puisqu'on était sorti d'une crise qui était très, très grave, la situation s'améliorait, on avait des masques, on avait du gel. Donc on avait à ce moment-là pu mettre en place tout un ensemble de mesures d'hygiène et de sécurité. On a pu donc monter en puissance, mais on a travaillé au niveau du rendement de la juridiction qu'à 50% environ, jusqu'à la rentrée de septembre 2020. Ce n'est qu'en septembre 2020 qu'on a repris, je dirais, un rythme normal. Donc on a pris des dispositions au niveau des salles pour protéger les magistrats, les avocats, les fonctionnaires, les parties, hein, notamment pour les juges des enfants par exemple. Ce sont des audiences où il y a beaucoup de monde dans les cabinets en assistance éducative. Donc évidemment, il n'était pas question durant cette période que les juges tiennent leurs audiences dans le cabinet parce que c'était faire courir à tous un risque majeur. Donc là, les audiences de cabinet se sont tenues dans des salles d'audience comme celle-ci
et non plus dans des bureaux de magistrats. Donc il a fallu faire un énorme effort d'adaptation. Tout le monde a essayé de le faire. Il y a eu, comme vous le relevez, une amélioration. Au début, c'est vrai, je rejoins tout à fait Monsieur le bâtonnier, cette crise a montré que nous n'étions pas prêts. Mais dans les entreprises privées, beaucoup aussi d'entreprises, de communautés de travail n'étaient pas prêtes. C'est tout de même quelque chose d'inédit que tout d'un coup nous ayons affaire à une crise de cette ampleur. Donc, au début, ce qui nous a beaucoup handicapés, c'est que les fonctionnaires des greffes, ça serait intéressant peut-être d'avoir leur intervention, voilà, Monsieur de Mester, Monsieur le directeur, les fonctionnaires de greffe n'ont pas pu apporter leur concours comme ils auraient souhaité et comme nous aurions souhaité, et sans l'appui du greffe, la justice est complètement paralysée. Et les fonctionnaires de greffe ne pouvaient pas travailler parce qu'ils n'avaient pas d'ultraportable. Et comme le dit Madame la directrice, ce n'est qu'ensuite que progressivement les ultraportables ont été développés et donc les moyens venant, on a pu mieux s'adapter. Voilà. Mais je vous dis, on a repris notre pleine activité, notamment ce que nous appelons en présentiel, donc sur place, en septembre 2020. Donc ça a été une crise terrible et au cours de laquelle nous avons effectivement accumulé des stocks très importants, tout en ayant fait l'effort de maintenir partout la continuité. Les référés, par exemple, ont continué. Les ordonnances de protection pour les conjoints violents ont continué à être rendues. Donc voilà, il y a eu une permanence de l'activité, mais dans un mode que nous avons qualifié de très dégradé. Voilà, Monsieur le directeur, vous allez apporter un éclairage. Merci, Monsieur le Président. Oui, c'est vrai que nous, au niveau du greffe, comme ça a déjà été dit, c'était une surprise. Il a fallu s'adapter. En effet, on n'avait pas au départ le matériel informatique pour travailler à domicile. D'une part, on n'avait pas assez d'ordinateurs portables, d'ultraportables, mais d'autre part, on a aussi toute la question des logiciels métiers qu'on utilise au quotidien et certains logiciels qui n'étaient pas accessibles à domicile. Même si on avait voulu amener chez nous les unités centrales, c'était pas possible parce qu'on a des logiciels métiers qui ne fonctionnaient pas sur le réseau, qui sont vraiment accessibles uniquement en juridiction. Donc il y a eu tout ce travail d'adaptabilité, de dialogue. On a toujours maintenu le dialogue. Je pense que ça, c'est vraiment important, maintenir le dialogue, le contact. On a même, Monsieur le Président, vous disiez, on a des agents qui voulaient venir travailler. On leur disait non, on ne peut pas être autant dans la juridiction. Restez chez vous, c'est assez original comme discours. Mais je sais que moi, je me suis attaché avec mes équipes et tous les collègues, on a fonctionné de la même manière, à vraiment toujours garder le contact, ne laisser personne, entre guillemets, à l'isolement, leur expliquer ce qui se passait aussi au quotidien, parce que voilà, l'annonce est tombée le 17 mars, on leur a dit rentrez chez vous. On vous tiendra au courant de ce qui va se passer, parce que pour nous, c'était nouveau, pour eux, c'était nouveau. Donc voilà, on gardait le contact, on dialoguait, on vous l'a dit, on a fait des visios, on a tenté des choses, des fois on tentait, ça ne fonctionnait pas, on essayait d'autres choses, on avait fait un plan de continuité d'activité au départ avec l'ouverture de certains services, au fur et à mesure des mois, on s'est dit peut-être que cette activité-là, on pourrait la reprendre parce qu'on a eu des évolutions techniques, des choses qui ont avancé, voilà, donc tout ça c'était adaptabilité, c'était vraiment le mot d'ordre, contact, vraiment toujours garder le contact. Et comme l'a dit Monsieur le Président, au fur et à mesure, c'est revenu. On a appris aussi des nouvelles méthodes de travail. Je pense qu'on a avancé, comme le disait aussi Madame le procureur. Il y a des logiciels qui maintenant sont accessibles à distance, qui n'étaient pas lors du premier confinement. On s'est habitué aussi à télétravailler. On a pris ces méthodes de travail. Mais voilà, ça a été vraiment une adaptabilité, je pense, du quotidien et vraiment un travail de concert avec toutes les équipes, tant les équipes de greffe que les équipes de magistrats. Vous le disiez aussi tout à l'heure, pendant le premier confinement, moi je me souviens, on avait la réforme des peines qu'il fallait mettre en œuvre le 24 mars et on s'est dit voilà, personne n'est là, on va appliquer une réforme. On n'avait pas toutes nos équipes de greffe, les greffiers tournaient en audience, donc on leur dit voilà, demain le sursis mis à l'épreuve, ça n'existe pas, maintenant c'est le sursis probatoire. Et en fait, vous répétez ça au lieu de le dire qu'une fois, vous le dites à celui qui est là le jeudi, à celui qui va revenir le vendredi, celui qui va aller le lundi.
Et finalement, quand on a repris, il y a des gens qui n'étaient pas du tout venus parce qu'ils étaient personnes vulnérables. Et il y avait, je ne sais pas, 3 mois de réforme des peines qui s'étaient passés. Et là, on leur dit, bon, n'oubliez pas, hein, maintenant, le SME, ça n'existe plus. Vous oubliez, c'est sursis probatoire. Il y a des mandats de dépôt à effet différé. Voilà, il y a toutes ces choses, tout ce travail de dialogue, d'explication et toujours de contact. Je pense que c'était la chose la plus importante. Ma question s'adresse à Madame le procureur. Je voudrais lui demander si aujourd'hui, à la chancellerie, il y a une autre réflexion que l'amende transactionnelle pour l'utilisation de l'usage du cannabis, et si après les élections, on va se diriger vers une dépénalisation de l'usage du cannabis en France. Moi, je peux simplement vous dire qu'une politique pénale est en place pour l'usage de drogue, qu'elle soit dite dure ou douce, qu'il s'agisse d'usage de cannabis, de cocaïne ou d'héroïne, nous avons une politique pénale. Alors, il est certain que la politique pénale pour l'usager, ça commence par une alternative pour le primo-délinquant, et ça commence souvent par une composition pénale qui prévoit des soins. Il se trouve qu'après, il y a une progression, une progressivité de la politique pénale, et il y a ce nouvel outil dont vous avez entendu parler, qui est effectivement l'amende forfaitaire. Voilà. Mais bien avant qu'elle arrive, il arrivait aussi, pour un certain niveau de délinquant, l'usager réitérant récidiviste, et à la condition que, bien sûr, que ses facultés contributives le permettent, il pouvait être condamné à une amende dans le cadre d'une ordonnance pénale. Bon, il y a ce nouvel outil, mais ce nouvel outil, il n'est pas seul, il coexiste parmi d'autres dans le cadre d'une politique pénale plus étoffée. C'est-à-dire que dans certaines conditions très restrictives, peut être mis en place l'amende forfaitaire, l'amende délictuelle pour l'usage de cannabis ou l'usage de cocaïne, à la condition qu'il s'agisse vraiment d'une dose minime et correspondant à une consommation. Hein, entendons bien, une consommation personnelle ponctuelle, pas une consommation quotidienne, mais dans tous les cas, les conditions sont assez restrictives, et si ces conditions ne sont pas remplies, évidemment, il y aura d'autres possibilités d'orientation, aussi bien en alternative aux poursuites, avec des stages de sensibilisation à l'usage de stupéfiants, des soins, des amendes de composition. Ça peut être aussi une ordonnance pénale, ça peut être aussi, si j'ai affaire à quelqu'un qui n'a pas compris les multiples messages, ça peut aller jusqu'à la comparution devant le tribunal, mais même devant le tribunal, des sanctions seront prononcées qui vont avoir tendance à prévoir dans le sursis probatoire des mesures de soins, des mesures diverses. Donc, après la dépénalisation, moi je ne suis pas députée, j'ai une politique pénale pour traiter le trafic de stupéfiants, pour traiter toutes les infractions qui sont liées aux stupéfiants, y compris la toxicomanie. C'est une politique pénale spécifique, mais je n'ai pas comme seul outil l'amende forfaitaire délictuelle. Loin s'en faut. C'est un outil qui est apparu, après elle est utilisée, mais il n'y a pas que ça. Peut-être qu'on a besoin de le faire connaître, on a besoin de faire savoir que dans le cadre de l'usage de produits stupéfiants, il y a toute une palette, et d'ailleurs il y a des magistrats qui sont ici, et qui répondent dans le cadre du traitement en temps réel que vous avez peut-être aperçu dans le film, qui sont contactés par les enquêteurs, policiers, gendarmes, et qui en fonction des situations, des circonstances, des situations individuelles, vont orienter. Et ça n'est pas l'amende forfaitaire délictuelle, je peux vous le dire. Maintenant, ça peut être une simplification. Ce qui m'intéresse aussi, ce qui nous intéresse tous, c'est sont-elles bien exécutées ? Ça viendra après. On a une phase expérimentale, ça viendra après. Mais c'est un outil parmi d'autres et c'est loin d'être le seul, heureusement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je vous dis ça parce que je ne l'avais pas bien entendu, mais j'espère que oui. Merci. Ça concerne les femmes détenues. Donc moi j'aimerais savoir comment ça se passe quand une femme détenue pendant sa détention mène une grossesse à terme. Qu'est-ce qui se passe pour l'enfant? Combien de temps l'enfant peut rester avec sa mère? Et puis plus généralement pour les détenues, les femmes, est-ce qu'il y a une politique de dépistage, d'accès aux soins? Par exemple, je pense au cancer du sein. Voilà. Qu'est-ce qui se passe pour une femme détenue
qui mènerait à terme sa grossesse et puis après. Je ne crois pas qu'il y ait de questions. C'est dommage. Écoutez, évidemment, je pense que l'administration pénitentiaire, nous avons des programmes. D'abord, il faut en arriver à une certaine extrémité pour que la personne accouche en détention. Mais dans tous les cas, quand ça arrive, il y a tout un dispositif. Et si dans l'établissement pénitentiaire d'un ressort, il n'y a pas le dispositif adéquat, elle peut faire l'objet d'un transfert là où il y aura forcément un accueil sanitaire adapté. La possibilité d'accoucher, elle n'accouche pas dans un établissement pénitentiaire, elle accouche en milieu hospitalier, et il y a la possibilité de garder son enfant pendant un certain délai dans des structures très adaptées. Tout comme aujourd'hui, vous avez des unités de vie familiale, eh bien, il y a des unités, notamment sur la région parisienne, qui permettent d'adapter les femmes qui accouchent et qui peuvent garder leur enfant à proximité d'elles pendant quelques mois. Évidemment, après, il y a toute une politique. Ça dépend de l'infraction commise, ça dépend de la gravité de l'infraction commise, ça dépend de la dangerosité de la personne, ça dépend est-ce qu'elle est en détention provisoire, est-ce qu'elle a été condamnée, à quelle peine. En principe, il arrive effectivement que des femmes accouchent en prison, mais leurs droits, de toute façon, leurs droits élémentaires, leurs droits fondamentaux sont préservés. Voilà. C'est une certitude. C'est dommage qu'on n'ait personne de l'administration pénitentiaire, effectivement. Vous avez beaucoup de documentaires d'ailleurs sur Fleury-Mérogis. Enfin, vous pouvez voir, il y a certains documentaires qui sont accessibles. Et même si vous en parlez à certains surveillants et certains directeurs d'établissement, l'enfant est un vecteur commun avec la personne détenue. C'est-à-dire que l'enfant devient l'enfant du surveillant, l'enfant de la prison. Il y a même un attachement, et ça change les relations entre la personne détenue et le surveillant. C'est toute une autre relation et ça se passe très très bien. Maintenant, visiter une unité comme celle-ci, c'est quand même assez émouvant. Vous voulez interroger Adeline pour qu'elle nous explique pourquoi elle veut être avocate. Voilà, donc Adeline qui est élève Adeline, avocate en stage au venez, CDAD. vous allez, si ça ne vous importune pas, je vous présente donc Adeline Quénoën, qui est avocate donc en stage. Vous faites un PPI, vous nous expliquerez, et vous êtes donc actuellement au CDAD, vous êtes aux côtés de Madame Flasinski, vous faites vos études à Lille, l'école des avocats de Lille, et donc vous souhaitez devenir avocate. Vous avez déjà bien franchi les étapes, puisque vous avez réussi l'examen d'entrée donc au CFPA. Est-ce que vous pourriez nous dire, Adeline, en quelques mots, pourquoi vous souhaitez être avocate? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous a dirigé plus particulièrement vers cette profession, et alors que vous auriez peut-être pu aller vers la magistrature, le notariat, les huissiers? Pourquoi cette profession d'avocat? Voilà. Alors oui, tout à fait. Donc Adeline Quénoën, donc je suis élève avocate, donc ça veut dire que je viens d'intégrer l'école des avocats en janvier 2021. C'est vrai que lorsqu'on fait des études de droit, il y a un panel de professions qui s'offre à vous. Vous en avez pu voir un large aperçu là ce soir. Pour ma part, j'ai choisi la profession d'avocat après avoir réalisé des stages en cabinet qui m'ont passionnée. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est extrêmement gratifiant de conseiller, d'écouter et de défendre des personnes qui rencontrent des problématiques juridiques, parce que l'humain est au cœur du métier. Derrière chaque dossier, il y a des personnes différentes. Donc il faut confronter les connaissances juridiques avec les spécificités de chaque personne, parcours de vie. J'ai totalement conscience que c'est un métier prenant et des difficultés que l'on peut rencontrer, mais j'ai choisi de suivre notamment cette voie
en ayant un objectif un peu plus personnel. Donc, mes 2 parents étant sourds, j'aimerais, dans le cadre de ce métier, donc, faciliter l'accès au droit et à la justice des personnes en situation de handicap. Très très bien, merci Adeline. Voilà, peut-être certains d'entre vous souhaitez prendre la parole. Écoutez, si personne ne souhaite prendre la parole, on pourra continuer à échanger. Monsieur l'inspecteur d'académie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous avons beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants qui ambitionnent de rejoindre l'institution judiciaire. J'aimerais savoir, puisque les uns et les autres ont fait une carrière, quels conseils vous souhaiteriez donner à ces jeunes gens? C'est une grande question, merci. On a un monde qui se révolutionne, le numérique, tout ça, c'est formidable. Il n'empêche que tous les étudiants qui apprennent le Code civil 2021, lorsqu'ils vont être sur le marché en 2025, le Code civil, ils peuvent le mettre à la poubelle, ça ne sert à rien d'avoir appris par cœur. Il y avait une vieille idée, il y a quelques années, qui était ce qu'on appelait les humanités. Vous savez, cette capacité à l'empathie, cette capacité à écouter l'autre, cette capacité à retracer l'histoire de l'autre, parce qu'on s'est imprégné de ça. Et moi je dis, mais sortez, désolé de vous le dire ça, sortez des universités, ou alors ne traînez que dans les bibliothèques. Allez relire tous les grands auteurs. C'est probablement, dans le monde de demain, ce qui sera le niveau supérieur à la machine, à tous ces algorithmes qui sont en train de nous... Si on n'a plus la pensée, si on n'a plus la capacité à la critique, mais à la bonne critique, c'est-à-dire justement à tirer vers le haut les choses, c'est vers ça qu'il faut mener des études. C'est vers ça, c'est ces discussions-là qui font que la justice d'aujourd'hui sera comme celle dans le XXIe siècle, pleine d'humanité. Alors après, je termine parce que j'avais promis à Madame le procureur une histoire. Vous savez, c'est l'histoire, je la connaissais peut-être, de l'homme qui a inventé la machine à remonter dans le temps. Vous ne la connaissez pas? Alors, c'est pour vous dire, c'est une blague que je fais sur la justice régulièrement. Donc c'est l'homme qui a inventé la machine à remonter dans le temps. Il a 2 passions dans la vie, la justice et la médecine. Alors, à un moment donné, il va en 1804, il se retrouve sur une place de village. D'un côté, il y a un hôpital et de l'autre côté, il y a un palais de justice. Il va à l'hôpital, puis il voit un chirurgien qui fait des saignées, qui met des trucs chauffants pour essayer de soigner les corps. Puis après, il va au palais de justice, là il voit un juge, là devant, il y a un avocat devant qui plaide magnifiquement bien. Il rencontre les deux, ils prennent un café, et puis il dit au chirurgien, et puis à l'avocat, vous n'avez pas envie de voir comment ça se passe au XXIe siècle? Ah, dit si. Et à ce moment-là, ils montent dans la machine à remonter dans le temps, ils arrivent en 2021. Sur une place de village, il y a toujours un hôpital, il y a toujours un palais de justice. Puis on va d'abord à l'hôpital, puis on montre au chirurgien de 1804 comment ça fonctionne. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des machines, il voit des trucs qui font bip, des ventilos, il voit qu'on extrait un cœur, qu'on en remet un autre artificiel. Et on dit, est-ce que vous voulez travailler en 2021? Il dit non, c'est pas possible, jamais j'y arriverai. Puis après, on va au palais de justice. Et puis là, l'avocat, le chirurgien arrive, de 1804, au palais de justice, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un magistrat, et puis il voit un avocat en face qui plaide magnifiquement bien. Et à ce moment-là, on demande à l'avocat de 1804, est-ce que ça vous dirait de travailler en 2021? Il dit oui, quand est-ce que je commence? Voilà. Alors c'est pas vrai, parce que on évolue, mais on évolue lentement. Ce qui reste, c'est reste, et il ne faut pas qu'on nous le prive, ça nous guette, on reste des métiers de la parole, on reste des métiers de l'humanité. Et si l'université doit nous préparer aux avocats, aux magistrats de demain, aux greffiers, c'est faites-leur faire les humanités, comme on le faisait avant. Je n'ai pas d'autres termes, mais vous voyez bien, lisez les grands auteurs. Ceux-là, ils restent. Le Code civil de 2021, vous inquiétez pas, en 2025, vous pouvez le jeter. Et puis, je crois que ce qui est important aussi, c'est de savoir travailler dans un groupe, dans une organisation, dans une communauté de travail et dans une équipe. Parce que le travail des magistrats, comme des fonctionnaires de greffe, on vous l'a montré, il faut qu'il y ait des symbioses. On a parlé de l'équipe autour du juge, qui est essentielle pour que la justice soit rendue comme il faut.
Il faut donc avoir la capacité de ne pas être quelqu'un qui va se replier, mais au contraire qui va s'ouvrir aux autres, qui va pouvoir travailler avec les autres. Un juge doit pouvoir travailler avec des greffiers et vice-versa, avec des avocats, avec le parquet. Donc vous voyez, c'est cette capacité aussi à s'ouvrir aux autres et à faire cet effort de ne pas rester dans une posture qui soit trop individuelle, trop repliée. Alors peut-être, je ne sais pas moi, des travaux collectifs qui peuvent être faits à l'université en groupe, avec des restitutions collectives, voilà, et donc pas des restitutions simplement individuelles. C'est cette capacité donc à faire ce travail dans un ensemble voilà, assez vaste. Et comprendre aussi le sens d'une organisation, je dirais. Adopter ses règles, parce que chaque organisation a ses modes de fonctionnement, et pouvoir être, je dirais, à même d'intégrer cette culture collégiale. Voilà, il y a des collègues peut-être qui pourraient répondre. Monsieur Cuvillier, qu'est-ce que vous répondriez? Ou Monsieur Simoins, Madame Berthier, à ces jeunes gens qui demandent quel est le conseil que vous pourriez leur donner dans leurs études en vue d'exercer une profession judiciaire. Bonsoir à tous. Je crois qu'il y a alors c'est pas nouveau, hein, maintenant c'est en place depuis quelques années, mais il y a les stages. Alors évidemment, nous, on ne peut pas prendre tout le monde tout le temps, mais je crois qu'il ne faut pas hésiter à tester, à venir solliciter un professionnel du droit dont la profession nous intéresse pour aller voir ce qu'il fait concrètement tous les jours, parce qu'on est souvent loin de ce qu'on peut imaginer, en fait, soit parce qu'on met ça sur peut-être un piédestal en considérant les magistrats pour ce que je connais, hein, mais de se dire que c'est finalement des gens... pas ordinaire, bon, et puis en fin de compte, on se rapproche d'eux en voyant le travail qu'ils font et en se disant que c'est finalement assez accessible. Et moi, je voudrais juste me donner une petite histoire, c'est qu'il y a un certain nombre d'années, il y a une jeune fille de mon village qui est venue me voir en me disant, moi, j'aimerais bien être juge international, je ne sais pas comment on fait. Alors je lui dis, oh là là, c'est compliqué parce que juge international, il faut d'abord être juge dans son pays avant de pouvoir être éventuellement choisi. Bon. Et elle me dit, bon, alors je lui dis, en tout cas, il faut faire du droit, certainement. Donc elle a entrepris des études de droit. Elle m'a appelée, elle était en première année, en me disant, c'est très difficile, ça me paraît compliqué, je ne sais pas si je vais y arriver. Je lui dis, écoute, ne t'inquiète pas, viens me voir. On va faire un petit stage au tribunal, tu vas déjà voir de quoi on parle dans le concret, parce que la première année de droit, c'est effectivement assez ardu, peut-être un peu abstrait. Donc elle est venue voir, à l'époque j'étais à Douai, elle est venue voir un petit peu toutes les différentes fonctions et ça l'a vraiment intéressée. Et en ce moment, Monsieur le Président, elle est en stage dans ce tribunal, elle termine son doctorat et elle envisage de devenir magistrat parce que c'est une idée qu'elle a gardée dans un coin de sa tête après quelques hésitations. Elle est en stage en ce moment et voilà, elle espère être intégrée à la suite avec ce diplôme. Mais voilà, il faut, je pense, aller voir les professionnels, les solliciter, peut-être simplement dans votre rue, pas loin de chez vous, il y en a un, vous lui dites, vous lui expliquez. Et je pense qu'ils auront, s'ils voient que vous êtes intéressés, ils viendront vous accueillir certainement avec plaisir. Voilà. C'est certainement la meilleure façon de découvrir un métier et de voir si on aimerait l'exercer. Donc nous accueillons ici des étudiants, des lycéens aussi qui viennent. Alors des étudiants, certains même suivent des stages et vont suivre des magistrats dans leurs activités. Mais par exemple, il y a des choses toutes simples, venir assister à des audiences, voir une audience correctionnelle et voir si... on aimerait être à la place de l'avocat qui va être en charge de la défense ou si on préférerait être à la place du procureur de la République ou être le juge. Vous voyez, ça vous donne déjà une connaissance d'une partie, ce n'est qu'une partie l'audience du fonctionnement de la justice, mais c'est déjà très utile. De même,
travailler auprès d'un professionnel du droit permet de savoir si on aimerait exercer, je ne sais pas moi, la profession de notaire, la profession d'huissier. C'est certainement cette curiosité qu'il faut acquérir pour aller au-devant des professionnels et aller sur le terrain pratique. Et nous avions participé nous-mêmes en 2018 à la Nuit du droit, la dernière édition, où nous avions projeté des films sur la liberté d'expression qui avaient été réalisés par des... nous avions fait jouer une pièce de théâtre sur le Chevalier de la Barre dans le cadre d'une action que nous avions menée avec des lycées de Roubaix et Tourcoing, dont monsieur Carboubi qui est là parmi nous ce soir, et qui ont réalisé des petits films sur le thème de la liberté d'expression et que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site de l'Académie et également sur la toute nouvelle chaîne YouTube du CDAD qui a été créée à l'occasion de la Nuit du droit par Adeline. Donc voilà. Donc s'il n'y a plus de questions, on vous invite à partager un petit verre de l'amitié au cours duquel vous pourrez poser éventuellement des questions aux différents intervenants.